Bonjour, je vais donc vous parler de politique fiscale en lien avec la compétitivité. Et en réfléchissant à comment je pouvais traiter ce sujet, j'ai pensé au récent film avec Michel Piccoli où il joue le rôle d'un pape qui a perdu la foi. Alors, j'ai ce problème-là parce que je m'occupe de politique fiscale depuis 1974 et que quand on voit l'historique de la politique fiscale de ce pays depuis, on ne peut qu'être saisi par un profond scepticisme. La difficulté, c'est que, en fait, la seule réforme fiscale efficace dans un pays qui trouve normal de dépenser 55% du PIB en dépenses publiques, c'est que la seule réforme fiscale efficace, c'est de baisser la dépense publique. Et que l'idée selon laquelle on pourrait augmenter l'efficacité de notre système, c'est-à-dire jouer uniquement sur l'efficacité, c'est comme si on réglait une chaudière, et qu'on cherche à avoir des économies d'énergie uniquement sur le réglage de la chaudière en laissant la fenêtre ouverte. N'importe quel technicien vous dira, commencez par fermer la fenêtre, le réglage de la chaudière, c'est secondaire. Et donc, depuis 40 ans, j'ai l'impression qu'on parle toujours du secondaire et jamais de l'effet principal. Alors, de là vient le mythe profond dans ce pays de la réforme fiscale à somme nulle. Alors ça, c'est le Graal des politiques, c'est je prétends que je peux ne pas dépenser moins, mais on va faire un recouvrement qui sera plus efficace. Alors c'est formidable, on aura toujours autant d'argent, mais il n'y aura pas d'inconvénient économique. Et quand j'étais fonctionnaire, j'ai passé quand même 15 ans à m'occuper de politique fiscale comme chef de bureau, puis comme directeur de la législation fiscale. Tous les ministres que j'ai eus, qu'ils soient de droite ou de gauche, on a du mal à voir la différence dans ce cas-là, cherchent à augmenter l'efficacité du système fiscal sans baisser le rendement et donc la dépense. Et ça, ça ne marche pas parce qu'à ce moment-là, on déplace d'une entreprise à l'autre des charges, on fait des déplacements sectoriels non voulus. Alors brusquement, les services payent moins ou l'industrie paye plus, alors que ce n'était pas ça qu'on voulait faire. Typiquement, c'est la réforme de la taxe professionnelle, où en 74-75, on a fait des transferts de charges profonds entre les services, l'industrie, les petites entreprises, les grosses, sans l'avoir vraiment voulu, parce qu'on voulait moderniser la patente. Et puis récemment, on a fait l'inverse, donc on a fait une autre réforme avec des transferts sectoriels, avec des hommes politiques qui vous disent « je vous amène la réforme fiscale », à un MEDEF et des représentants d'entreprise qui répondaient « mais attendez, moi, je ne vous ai pas demandé de faire des transferts sectoriels, je vous ai demandé de baisser le poids de l'impôt ». Et donc, on voit bien avec la taxe professionnelle que ça n'a été possible, que le jour où la réforme n'a pas été à somme nulle, mais c'est accompagné d'un allègement de 5-7 milliards d'euros selon la façon dont on calcule. Mais quand, du temps de la commission Fouquet, on nous avait donné comme consigne de faire la même réforme à somme nulle, on ne savait pas la faire. Donc, la première réforme fiscale, c'est la baisse de la dépense. Ensuite, il y a tout un tas de mythes dans la réforme fiscale dans ce pays qui font qu'on n'y arrive pas. On les avait cités dans le livre de Michel Pébreau de 2007 sur C'est possible, voici comment, où il y avait un chapitre fiscal. Il y a le mythe, par exemple, des efforts équilibrés entre les entreprises et les ménages. C'est-à-dire que tout le temps où j'étais du côté gouvernemental, il fallait que je fasse des propositions de réforme. Il fallait que je démontre dans une page A4 avec 2 colonnes que les mesures nouvelles étaient équilibrées entre ménages et entreprises. Ça n'a strictement aucun sens. Aucun sens. Ça n'intéresse que les politiques et les médias. Ça n'a aucun sens. Ce ne sont pas des contribuables de même nature. Et la notion constitutionnelle d'égalité de l'effort, de capacité contributive, se mesure au sein des ménages, éventuellement au sein des entreprises, encore que ça n'a pas du tout le même sens, mais entre ménages et entreprises, pourquoi présenter 1 milliard de moins pour les ménages, paf, il faut que je trouve 1 milliard de moins pour les entreprises, ou inversement, si je fais 1 milliard de plus pour les ménages, il faut que je trouve 1 milliard de plus pour les entreprises. Ça n'a strictement aucun sens. Vous verrez que toutes les lois de finances sont présentées comme ça. Toutes les fiches de presse, tous les ans, c'est « je démontre que j'ai équilibré les efforts entre ménages et entreprises ». Ça, c'est encore un mythe qui a la peau dure et qui nous empêche de faire quelque chose d'efficace. Vous avez ensuite un problème énorme d'instabilité qui fait que tout ministre qui convoque une conférence de presse doit annoncer 1 ou 2 mesures fiscales parce qu'il sait que c'est la seule chose qui sera reprise le lendemain dans les journaux. Donc, en plus,
tous les ministres cherchent à attacher leur nom à une mesure. Hein. Depuis les 5000 francs Monory, tout ministre rêve d'attacher son nom à une mesure fiscale. Alors quelquefois ça ne marche pas, parce que le camp d'en face, très habilement, associe votre nom à une mesure, et puis on vous parle de la niche Copé, et paf, c'est raté, parce que votre nom n'est pas associé à un truc très sympathique. Mais bon, de temps en temps, ça marche, et on aime bien attacher son nom à quelque chose. Bon. Ça crée pour les contribuables une instabilité qui est totalement anxiogène, parce qu'on ne sait jamais comment on va pouvoir travailler. Et alors, les derniers avatars, c'est l'approche par les niches. Alors, c'est formidable, parce que vous avez d'un côté les contribuables, et de l'autre côté, vous avez les niches. Donc, si vous avez besoin d'argent, ou vous le demandez au contribuable et il râle, vous le demandez à la niche et elle ne dit rien. En tout cas, c'est tant que vous n'avez pas essayé. Bon. Les niches ne sont pas un gisement miraculeux de ressources publiques. Les niches, c'est une façon de gérer la pression fiscale. L'autre, c'est le taux. Mais si vous voulez supprimer une niche à 200 millions d'euros, vous faites de l'équité, pour parler le langage politico-médiatique. Mais si vous prétendez récupérer 50 milliards sur les niches, vous faites de la macroéconomie. Vous augmentez la pression fiscale de 50 milliards. Vous n'allez pas le prendre exactement au même que si vous avez augmenté le taux. Mais vous allez prendre 50 milliards. Et en termes de croissance, en termes de pouvoir d'achat, vous avez pris 50 milliards. Alors, le dernier avatar, c'est la comparaison avec l'Allemagne. Je finirai là-dessus. C'est pour ça que je suis le pape qui a perdu la foi. On croit que la fiscalité est première. Et donc, en gros, le discours actuellement, c'est « Regardez comment font les Allemands. Ils ont fait une vraie réforme fiscale. Donc, prenons la recette et nous allons devenir des Allemands. » Bon, c'est pas parce que vous allez essayer de copier techniquement des mesures fiscales que les Français vont devenir des Allemands. Ils ne vont pas arrêter du jour au lendemain à compter leur RTT et à calculer comment faire un viaduc de 8 jours avec 2 jours de congé. Ils ne vont pas arrêter de faire grève dès le jour de la rentrée scolaire. Nos hommes politiques ne vont pas brutalement par miracle arrêter de faire de la com avec la fiscalité. Le plus extraordinaire étant, maintenant, quand on cherche justement à faire de la fiscalité par les niches, on en arrive à mesurer le réglage d'une mesure structurelle par le rendement de la première année, ce qui est quand même de la folie furieuse. Donc voilà pourquoi je vous dis, ce n'est pas parce que vous allez copier la fiscalité allemande que les Français vont devenir des Allemands. Et donc je suis un pape qui malheureusement essaie de vous cacher qu'il a perdu la foi.